Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue pour ce nouveau web séminaire sur les fonctionnalités de Panorama. Aujourd'hui, nous vous proposons un web séminaire un petit peu particulier, sous la forme d'une interview avec Antonio Gilles, qui est le responsable service client chez Codra. Bonjour Antonio. Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour cette interview concernant donc, la cybersécurité de Panorama. Donc, je vous rappelle que vous pouvez poser des questions tout au long de la présentation d'aujourd'hui, via le petit bouton en haut à droite QR symbolisé par un point d'interrogation. On traitera bien sûr ces questions à la fin. Vous n'hésitez pas à aussi poser vos questions d'ordre technique. Nous avons parmi nos teams qui saura vous aider sur la résolution de ces problèmes. Vous ne voyez que vos questions et vous ne voyez pas celles des autres. Et bien sûr, nous les traiterons de préférence à la fin de la présentation. Voilà, on a un web séminaire un petit peu particulier aujourd'hui sur la cybersécurité dans Panorama. Donc, je laisse tout d'abord Antonio se présenter. Alors, voilà, donc Antonio Gilles. Je suis responsable service client. Je suis chez Codra depuis bientôt 2 ans. Voilà. Mon pédigré informatique est dirigé vers le monde de l'informatique industrielle depuis maintenant un petit peu plus de 15 ans. J'ai également une expérience dans le digital, dans les thématiques notamment de SaaS, cloud et informatique et sécurité. Voilà. Donc, en tant que responsable service client, je travaille à la bonne relation du triptyque, on va dire, éditeur, intégrateur, client final. Et nous sommes une équipe d'une quinzaine de personnes pour accompagner en avant-vente et en après-vente également, c'est-à-dire suivi de projet et support technique, et également former nos clients sur nos solutions et outils. Voilà. Donc aujourd'hui, le web séminaire s'articule autour de grandes questions. Donc tout d'abord, pourquoi ce web séminaire? Alors, pour entrer dans une première partie plus générale, et donc je vais faire un petit peu de généralité, mais on arrivera très rapidement sur des aspects beaucoup plus précis qui intéresseront les différentes personnes actuellement présentes. Depuis la mise à jour de la loi de programmation militaire et la création de l'ANSSI, qui doit son existence à la volonté de la nation de protéger nos infrastructures et services, transport, énergie, alimentation, santé, aussi bien dans le public que dans le privé, Codra s'est engagé très tôt dans la compréhension et les conséquences des dispositifs de cybersécurité, car un très grand nombre de ces OIV, donc opérateurs d'importance vitale, sont clients de nos solutions. Alors, si les systèmes d'information d'entreprise étaient en avance de phase sur cette thématique face aux systèmes d'information industriels, sans vouloir les opposer, c'est aussi parce qu'avant 2009, qui correspond d'ailleurs à la date de la création de l'ANSSI, on reviendra un petit peu sur ce qui est l'ANSSI, le cloisonnement de ces systèmes les protégeait des risques de cyberattaque. On a juste eu un précédent qui est le cas Stuxnet, entre 2009 et 2010, qui a démontré que ce type de menace n'avait pas de limite en allant jusqu'à reprogrammer des automates. Donc la mise en place de règles d'hygiène informatique a quelque peu mis du temps à toucher ces systèmes d'information industriels. Aujourd'hui, ce cloisonnement disparaît, tout simplement parce que les besoins et les usages existent que depuis un simple smartphone. Nous puissions désormais consulter les données de production ou piloter un process. Nous sommes entrés finalement dans une phase de convergence OT, Operational Technology, et IT, Information Technology, même si certains spécialistes tendent à vouloir faire s'affronter ces deux mondes. Mais dans la réalité du terrain, on se rend compte qu'il y a énormément de passerelles et de connexions entre ces deux thématiques. L'expérience de Codra, donc, dans les environnements sensibles depuis plus de 30 ans, comme le nucléaire et le militaire, nous place finalement en avance de phase sur ce sujet. Nous avons donc souhaité réaliser ce web séminaire afin d'expliquer notre approche, notre stratégie ainsi que nos actions concrètes sur ce que nous proposons dans nos solutions, en présentant nos nouveaux outils, afin d'aider nos utilisateurs dans leur intégration et exploitation de Panorama dans un contexte de cybersécurité. Bien. Donc, plus concrètement, que retrouve-t-on derrière la cybersécurité propre à Panorama? Alors en fait, on va identifier plusieurs axes.
qui s'inscrivent dans un processus d'amélioration continue et qui correspondent à la stratégie de Codra sur la cybersécurité et qui n'a donc évidemment pas de limite dans le temps. On a un premier axe produit qui correspond à tous les ajouts fonctionnels et les outils qui permettront de faciliter l'intégration de nos produits dans un système d'info industriel, tout en répondant aux exigences de sécurité les plus élémentaires comme les plus complexes. Un deuxième axe que nous définirons comme méthodologique ou plutôt de mise en œuvre, qui couvre tout le périmètre documentaire et bonnes pratiques d'ordre général, spécifique et transverse. Quand on parle de transverse, on peut estimer que l'axe couvre notamment la configuration des systèmes d'exploitation Windows dans le cadre d'une utilisation toujours avec Panorama. On peut donner par exemple et citer la proscription des comptes Anonymous pour les services DECOM, ou comment paramétrer la juste et suffisante configuration des droits utilisateurs, voire comment procéder à la configuration d'un système durci Windows. Chacun de ces axes n'est pas isolé et on trouvera des recouvrements car une fonction de sécurisation dans Panorama s'inscrit dans un contexte qu'on mettra en place en fonction des niveaux de sécurité requis et définis par le RSSI. Souvent en adéquation avec le niveau d'exigence imposé par telle ou telle réglementation. L'objectif étant d'adapter la sécurité de Panorama et de son écosystème au niveau requis tout en respectant les usages des exploitants et des utilisateurs. Alors, pour prendre une vision un petit peu plus haute du sujet, et on va juste définir 6 principes de sécurité informatique sur lesquels Codra travaille et dont l'objectif est de répondre. On va les nommer pour un moyen mnémotechnique Candid. Alors, on a d'abord la confidentialité qui permet de s'assurer que seuls les services, fonctions ou les personnes autorisées ont accès aux informations et aux données. L'authentification qui permet d'assurer que chaque service, fonction est bien celui qu'il prétend être. La non-répudiation qui a pour définition la possibilité de vérifier que l'envoyeur et le destinataire sont bien les parties qui disent avoir respectivement envoyé ou reçu la donnée. La disponibilité, bien sûr, qui permet de garantir l'accès à un service ou à des ressources. L'intégrité, qui permet d'assurer que le message envoyé n'a pas été altéré de manière volontaire ou involontaire. Et enfin, la traçabilité afin d'informer, alerter et historiser les activités d'un système. Alors, ces principes sont systématiquement pris en compte tant pour la conception, le développement, la diffusion et l'exploitation des applications Panorama. Donc, on vient de voir un petit peu le principe, l'approche de Codra sur l'aspect cybersécurité. Mais on n'a pas forcément vu encore les lignes stratégiques de Panorama. Donc, quelles sont donc précisément, quelle est la stratégie aujourd'hui adoptée par Codra en matière de cybersécurité et de développement? Alors, nous avons inscrit la cybersécurité directement dans notre stratégie d'entreprise. Ça va au-delà des axes précédemment évoqués. On a parlé méthodologie et fonctionnelle. On a des axes supplémentaires et donc de manière beaucoup plus globale. Prenons par exemple l'investissement que nous réalisons dans notre R&D. On investit à peu près 20% de notre chiffre d'affaires réinjecté dans notre R&D, ce qui nous permet d'apporter un grand nombre d'évolutions et d'améliorations dans Panorama et particulièrement sur cette thématique. Comme par exemple la modification des outils d'installation dès 2015. Donc on a travaillé très tôt sur le sujet, ou encore la signature des classes Panorama en 2016, ainsi que toutes les nouveautés apportées par la Panorama Suite 2017, que nous aurons l'occasion d'évoquer au cours de ce web séminaire. Nous nous positionnons donc en tant que pivot de la relation intégrateur-utilisateur, car il s'agit d'un sujet qui touche tous les acteurs de la supervision, et notre rôle va donc au-delà de la proposition de nouvelles fonctionnalités, tout en conservant cette mission fondamentale. Donc notre rôle, c'est de se positionner sur toute la chaîne d'un projet de supervision, avec différentes responsabilités, évidemment. Tout d'abord en tant qu'éditeur, sur la réalisation de nos solutions. On va en parler très en profondeur un petit peu plus tard dans ce web séminaire. Le deuxième point, ça serait en accompagnateur de nos intégrateurs, afin de les aider dans l'intégration de Panorama.
et faire face aux problématiques de cybersécurité, comme par exemple le bon paramétrage des profils, la conception des applications dans des environnements contraints. Nous avons fait un gros travail de mise à disposition des documentations spécifiques, comme notre guide de paramétrage des environnements Windows et leur sécurisation, qui aide l'intégrateur à implémenter Panorama en appliquant les bonnes pratiques de sécurité en vue d'une exploitation souple et performante. Et enfin, nous allons aider nos utilisateurs finaux à l'administration en exploitation et en maintenance de leur système Panorama. Prenons par exemple la sécurité des accès, afin d'éviter le fameux login mot de passe opérateur 1, 2, 3, 4, qui est beaucoup plus courant qu'on ne l'imagine. On voit ça très régulièrement. Et voir quand on n'a pas un post-it sur l'écran directement avec le mot de passe d'affiché. Donc, il y a des bonnes pratiques en ce sens-là, mais on va toucher aussi aux aspects gestion des droits en exploitation ou la définition de la gestion des processus d'exploitation, notamment. Bon. Alors, cet accompagnement est porté par des équipes d'experts, formateurs et ingénieurs support qui peuvent aider tous les intervenants à répondre à la mise en œuvre et à l'exploitation de Panorama dans les meilleures conditions. Alors, un point important de cette stratégie est le processus de qualification par l'ANSSI de nos solutions, dans lequel Codra s'est engagé depuis cette année. L'ANSSI est l'agence d'autorité nationale la plus élevée en matière de sécurité des systèmes d'information. Alors, si cette étape est extrêmement importante pour Codra, c'est qu'elle a une utilité, parce qu'elle permettra d'assurer à nos clients que nos solutions présentent un niveau de sécurité certifié et de confiance par une autorité compétente. Cette démarche de qualification qui suit actuellement son cours est unique et Codra a la volonté forte d'être le premier superviseur du marché à l'obtenir. Alors, sans rentrer dans les détails, un des effets immédiatement visibles du travail mené est le travail actuellement mené pour la mise en place de ce qu'on appelle un product cert. Comme je disais, va avoir un effet immédiatement visible de toute cette stratégie qui est en train d'être mise en place, indépendamment des sujets plus fonctionnels, outils que nous allons décrire au chapitre suivant. Tout d'abord, donc l'objectif de ce CERT, c'est la prévention. L'objectif est donc de surveiller les bulletins de sécurité de nos fournisseurs, Microsoft, OpenSSL, et parfois de leurs propres fournisseurs. Nous y reviendrons, mais Codra a toujours eu la volonté de proposer un outil qui était bâti sur des standards. Donc, nous verrons d'ailleurs un des exemples des avantages que procure cette stratégie, de se baser sur des standards. Le deuxième point, c'est la communication. Et l'intégration donc dans les correctifs de sécurité dans les meilleurs délais. Le but étant, une fois que nous avons identifié une problématique, nous le verrons soit parce que identifié par Codra, soit parce que identifié par les propres utilisateurs, nous puissions avoir de la réactivité dans l'intégration des correctifs de sécurité. Et enfin, la communication, en diffusant des informations sur les précautions à prendre pour minimiser les risques d'incidents, donc sur les aspects méthodologiques, anticipation également, et leurs conséquences, et donc en cas de découverte de failles de sécurité. Codra publiera donc l'information à travers un espace dédié sur son site web. Et enfin, la création d'un espace web également de contact pour un flux montant, c'est-à-dire dédié aux utilisateurs de nos solutions, afin de remonter des problématiques avérées ou identifiées en tout cas de sécurité. Donc on a vu rapidement le contexte, les enjeux de la cybersécurité, la stratégie, les outils. Maintenant, nous allons voir donc les outils concrets qui sont présents dans Panorama. Donc la question est, quels outils dispose-t-on dans Panorama pour pouvoir inscrire donc, mon application dans la démarche de sécurité que moi j'ai choisie? Alors, comme on l'a vu précédemment, nos actions ciblent une multitude d'objectifs. Bien que Panorama Suite 2017 s'inscrit dans une continuité des travaux initiés dès 2015, on l'a vu en termes d'amélioration de la sécurité, cette nouvelle version marque néanmoins un bond en avant dans l'intégration de nouvelles fonctionnalités qui intéresseront tous les intervenants d'un projet de supervision. On va parler des DSI, les RSSI dans une moindre mesure parce qu'ils sont pourvoyeurs, on va dire, et ce sont eux les donneurs d'ordre. Mais on va trouver les clients finaux, les intégrateurs, développeurs, etc. Alors,
Pour commencer, nous avons intégré le chiffrement du contenu des fichiers constitutifs d'une application par mot de passe. Il s'agit d'une option activable, sachant qu'une application existante dans une version antérieure, et donc non chiffrée, pourra l'être sous Panorama Suite 2017. Sur ce volet intégrité et confidentialité, nous avons créé un mécanisme de contrôle de non-modification d'application. Localement ou lors d'une diffusion, on reparlera de la diffusion d'une application Panorama. Le mécanisme étant basé sur l'élaboration d'une empreinte de fichier qui utilise un algorithme SHA 256 pour les spécialistes, de sorte que Panorama procède à la vérification de cette empreinte lors du chargement et le refus de l'exécution en cas d'erreur d'intégrité. Pour évoquer le sujet de l'outil de diffusion, Panorama s'enrichit d'une nouvelle option nommée « Copie des droits d'accès », permettant de conserver et de propager les droits d'accès système sur les postes cibles du déploiement. Cela permet d'éviter la fastidieuse tâche de report des droits poste par poste que vous connaissez certainement. Il est également possible de récupérer ces droits système du poste d'exploitation vers l'outil de développement. Donc c'est un outil qui permet une communication bidirectionnelle en appliquant les droits et en récupérant les droits pour les sauvegarder et les rediffuser le cas échéant. Sur le sujet de la sécurisation des flux d'échange, nous avons fait le choix dès 2015 de nous appuyer sur des protocoles sécurisés standards, avec comme objectif de déléguer la sécurité à des tiers reconnus, dont la sécurité est un des cœurs de métier. On l'a évoqué précédemment, et on parle ici de Microsoft, OpenSSL pour les plus connus. Dans le cas des échanges client-serveur ou supervise-composeur, pour les connaisseurs, nous n'implémentons pas de chiffrage propre. Ce type d'échange s'appuie sur les couches RPC de Microsoft qui prennent nativement en charge la sécurité des flux, ce qui apporte un double avantage. Ce double avantage dont je voulais parler tout à l'heure, c'est celui d'être systématiquement à jour grâce aux updates de sécurité de Microsoft, par exemple, et que nos flux reposent finalement sur des algorithmes de chiffrement éprouvés et sûrs. Nous avons par exemple intégré, puisque nous avons dans la Panorama Suite 2017 une nouvelle fonction et un nouvel outil qui est une application mobile disponible sur iOS et Android. Nous avons donc intégré les échanges de sorte qu'ils soient chiffrés, puisqu'on utilise du SSL, et donc à travers les services web HTTPS. Sur le sujet des mots de passe, nous avons étendu les mots de passe d'accès à l'application à tous les outils Panorama Client. Afin d'expliquer, on a de nombreux outils de diagnostic qui existent depuis de nombreuses versions. On parle de l'explorateur d'applications, l'outil de comparaison d'applications. Pour les spécialistes, on va parler de Persist. Et désormais, un utilisateur devra s'authentifier afin d'accéder aux fonctionnalités des outils de la suite Panorama, pour peu, bien évidemment, que la protection par mot de passe de l'application ait été activée. Le but est de sécuriser l'application en standard de l'application Panorama, mais également de diffuser cette sécurité à tous les outils de Panorama qui existent, qui permettent d'accéder à des ressources de l'application. Et tout cela ayant été donc intégré dans la nouvelle version Panorama Suite 2017. Nous avons également enrichi notre mode métier qui permet désormais de masquer les composants, objets ou de ces systèmes, entre autres. Il s'agit d'une fonction qui est de surcroît protégée par un mot de passe, de sorte que cette fonctionnalité est intéressante car elle répond aux besoins de protection intellectuelle des intégrateurs et développeurs en général. Concernant la sécurité intégrée, désormais les applications Panorama Suite 2017 ne stockent plus aucun mot de passe de manière visible dans l'outil de développement, à moins de connaître le mot de passe de l'application en lecture. Donc il y a toujours une protection par mot de passe, il est possible de visualiser les mots de passe, mais à condition d'avoir la clé d'entrée. Nous avons ajouté la possibilité d'utiliser la sécurité intégrée Microsoft SQL pour l'accès aux bases de données, de sorte qu'aucun mot de passe SQL ne soit ni stocké ni visible à travers les interfaces Panorama. Alors, une petite note au passage,
Nous préconisons également les bons droits d'accès au passage pour le fonctionnement, car dans 90% des cas, il est inutile de configurer des privilèges de type administrateur. Vous avez tous connaissance parfois du raccourci très facile qui consiste à utiliser un administrateur admin ou SA pour la connexion entre Panorama et MS SQL, sachant qu'il n'est absolument pas nécessaire dans la majorité des cas d'avoir ce type de privilège. Sur le volet communication, nous avons renforcé la sécurité côté SNMP V3. Nous avons également désactivé l'accès au PCDA par défaut, tout simplement parce que ce protocole présente des vulnérabilités importantes. C'est l'ancienne mouture côté OPC du protocole, et donc il n'y a plus d'évolution sur ce protocole-là, et donc il y a un certain nombre de vulnérabilités présentes que nous avons par défaut désactivées. C'est-à-dire que vous avez toujours la possibilité d'utiliser et d'interfacer Panorama avec des serveurs OPC-DA, mais vous devez l'activer. Voilà. Nous avons procédé également au renforcement de la sécurité pour OPC-UA. Notre certification client-serveur nous a finalement permis d'aller plus loin dans le renforcement de la sécurité pour ce protocole. Et nous avons mis en place une nouvelle fonctionnalité qui est une gestion d'une liste blanche de postes qui peuvent se connecter au serveur fonctionnel et qui repose sur la déclaration des noms de machines ou des adresses physiques. Sur le volet d'aide à la surveillance des infrastructures, qui corrobore notamment à l'axe méthodologique de mise en œuvre dont nous avons évoqué la stratégie précédemment, nous avons procédé au renforcement du manuel utilisateur sur les règles de bonne gestion de la sécurité des applications. Alors, nous n'avons pas dédié plusieurs fascicules dédiés à la méthodologie, mais nous avons intégré tout ça directement dans le manuel utilisateur standard. Alors, on va retrouver par exemple la gestion de la confidentialité et l'intégrité de tous les flux, quel port ouvrir avec quel droit par exemple, la protection des accès aux fichiers Panorama, et quel type de droit devons-nous appliquer au niveau de cette protection des accès aux fichiers Panorama. Et enfin, la gestion des comptes avec généralement moins de privilèges, tout en conservant les fonctionnalités opérationnelles, de sorte qu'on s'octroie au niveau des privilèges les bons droits pour pouvoir réaliser la fonction, tout en supprimant un certain nombre d'adhérences et de vulnérabilités qui n'ont pas lieu d'être. Reprenons l'exemple des DECOM avec ce fameux login Anonymous, par exemple. Alors, particulièrement utile dans le développement et le déploiement des applications, nous mettons à disposition avec la Panorama Suite 2017 un tout nouvel outil assistant de configuration qui se nomme Réseau et sécurité. Alors, ce nouvel outil permet le relevé et l'affichage de la configuration machine d'un point de vue réseau et sécurité uniquement. Il permet donc par la suite d'appliquer des configurations standards de sécurité. Alors pour être plus précis, c'est un outil qui fonctionne un peu comme un wizard et qui va accompagner la personne qui est chargée du paramétrage et des configurations des droits pour l'application Panorama. L'outil applique ensuite automatiquement les paramètres et permet de les conserver ou de les exporter sous format texte afin d'en garder une traçabilité par exemple. D'un point de vue système, afin de prendre en compte les contextes globaux de traçabilité, nous avons ajouté un mécanisme de traçabilité système des journaux d'événements Windows dédiés. Donc, dans la section journaux d'application, nous allons trouver donc deux types de journaux. Un journal sécurité Panorama et un journal système Panorama. Ça va nous permettre de tracer entre autres des connexions d'un utilisateur, et donc d'avoir l'information si la connexion a été autorisée ou non, de tracer les échecs du contrôle d'intégrité au niveau d'une application qui était chiffrée, et donc l'échec du déchiffrement de l'application, si jamais au niveau du processus il y a eu un problème, l'échec du déverrouillage de l'application lorsque un mot de passe est erroné,
le changement d'une application courante, le chargement, déchargement d'une application sur les serveurs fonctionnels, etc. Il existe tout un détail et toute une description dans la documentation du logiciel Panorama Suite 2017 qui vous permet d'avoir toute la liste des items qui seront intégrés dans les journaux d'événements Windows. Donc on a une présentation là de tous les développements, aussi bien sur la partie méthodologique que sur la partie outils. On a donc l'état des lieux actuel de Panorama Suite 2017. Suite à ces développements, quels sont les objectifs à venir? Alors nous continuons nos démarches auprès de l'ANSSI, bien évidemment, sur 2018, afin d'aboutir à la qualification. Je rappelle que nous avons initié cette action début 2017. Alors, c'est jamais un acquis, hein, donc c'est quelque chose que nous souhaitons bien évidemment obtenir, mais bien évidemment, ça ne dépend pas non plus de Codera, mais en tout cas, nous nous efforçons, vous l'avez compris, je pense, en termes stratégiques, d'avancer sur le sujet. Bien évidemment, en parallèle de cette action et sur le volet cybersécurité, nous avons identifié des partenaires clés qui sont reconnus dans leur démarche cyber afin de procéder à des tests indépendants de robustesse de nos solutions. Cela nous permet d'alimenter nos évolutions et de proposer des niveaux de sécurité et donc de confiance de plus en plus élevés et qui correspondent peu ou prou aux exigences demandées par l'ANSSI, voire parfois supérieures. Nous sommes en cours de création également d'une formation cybersécurité Panorama qui reprendra finalement sous forme de cas très pratiques la mise en œuvre des configurations de sécurité dans un environnement distribué et surtout de permettre l'utilisation de tous les nouveaux outils de notre suite 2017 afin d'en maîtriser le fonctionnement et surtout leur objectif et finalité. Je vous ai parlé d'un outil réseau et sécurité. C'est un mode wizard, donc on est capable de l'utiliser en mode next, 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 mais derrière, il est important pour celui qui va l'utiliser de comprendre l'impact des actions qu'il va le mener en termes d'octroi de droits ou de suppression de droits et de configuration. Donc, cette formation aura pour but, de manière didactique, avec des cas très pratiques, d'illustrer en fait ces fonctionnalités et les fonctionnements justement de toutes ces options que je vous ai décrites au préalable dans la nouvelle version de Panorama. Alors, côté roadmap produit, nous avons prévu des évolutions concernant la gestion des utilisateurs et du déploiement des applications, ainsi que des mécanismes de cohérence des applications réparties. Alors, pour finaliser un petit peu, notre objectif est donc de poursuivre dans la mise à disposition d'un maximum de fonctionnalités et d'outils de contrôle de l'infrastructure Panorama, tout en nous efforçant de réduire les surfaces de vulnérabilité, comme vous l'avez compris, sur plusieurs axes. Et d'ailleurs, le choix, je le répète, de standards sur lesquels s'appuie Panorama nous permettent d'aller vraiment dans ce sens-là. Mais en parallèle de ces sujets, et pour sortir un petit peu du contexte cyber, même s'il reste toujours dans ce giron, on travaille notamment sur l'interfaçage avec le monde de l'IoT. On parle de Sigfox, LoRa, la mise en place de solutions SaaS ou encore le développement de solutions web, mais toujours dans ce contexte contraint de la cybersécurité. Voilà donc les objectifs et en tout cas une certaine visibilité sur les objectifs à venir de Codera dans le sujet et la thématique cybersécurité, mais aussi sur des sujets un petit peu plus globaux, mais qui sont toujours inscrits. De toute façon, tous les sujets que nous allons intégrer et toutes les fonctionnalités futures Panorama passeront par la case cybersécurité pour en comprendre les incidences et les enjeux pour nos utilisateurs et pour l'exploitant derrière de son installation Panorama. Merci beaucoup Antonio pour cette présentation. Juste avant la conclusion, donc très rapidement un petit résumé, une petite conclusion sur la présentation d'aujourd'hui. On a commencé avec la présentation un petit peu de l'expérience de Codera avec certains clients en cybersécurité sur des applications assez critiques, stratégiques même au niveau national.
Aujourd'hui, eh bien, tous les OIV sont concernés, hein, les organismes d'importance vitale sont concernés par cette menace de cyberattaque, pardon, et concernés par la réglementation qui se construit aujourd'hui. En réponse, nous proposons aujourd'hui un panel d'outils pour adapter la sécurité des applications aux usages et stratégies sécurité de chacun, hein, spécifiques à chaque installation, spécifiques à chaque politique de sécurité. Nous proposons donc aussi une documentation, une expertise, un accompagnement pour la mise en œuvre de votre cybersécurité sur vos applications Panorama, avec aussi la création d'une formation spécifique sur le sujet. Bien évidemment, nous sommes actuellement, avec l'ANSSI, nous travaillons sur la qualification de Panorama Suite 2017. Donc d'un point de vue roadmap, il y aura peut-être aussi des ajustements pour y parvenir. Et bien sûr, à l'avenir, il faudra enrichir bien sûr notre offre logicielle et fonctionnelle, mais aussi notre offre de sécurité, afin de s'adapter aux nouvelles menaces liées aux besoins et aussi aux technologies futures. Bonjour, vous parlez de niveau de sécurité certifié. Quelle certification détenez-vous? Alors, sur l'aspect certification, puisque c'est un process qui est en cours avec l'ANSSI, comme je l'ai expliqué, à ce stade, nous ne disposons d'aucune certification de sécurité sur nos logiciels, d'accord. La procédure est la suivante côté ANSSI, c'est-à-dire que l'ANSSI travaille à l'établissement d'une cible de sécurité avec, un profil de sécurité auquel nous avons participé avec d'autres fournisseurs sur l'environnement SCADA. Donc, une fois ce profil désigné, parce qu'en fait, il intègre des paramètres métiers que l'ANSSI ne maîtrise pas forcément, donc elle avait besoin de pouvoir s'adresser aux fournisseurs du marché pour définir ce profil de sécurité. Par la suite, il y a une cible de sécurité qui est établie pour un produit et proposée par Codra, de sorte qu'il puisse correspondre au profil qui a été identifié par l'ANSSI. Donc, dans ce contexte-là, l'ANSSI dispose soit d'une certification qu'on appelle le CSPN, qui est une certification de sécurité premier niveau. Il en existe d'autres qui sont en cours de définition. Et sur la base de ce CSPN, la qualification est envisageable et possible. C'est-à-dire que pour permettre une qualification, il faut avoir un CSPN. Donc tout ça se fait dans une phase, on va dire, globale. C'est pour ça que la démarche qui a été entamée début 2017 suit son cours et va continuer son cours sur 2018 parce qu'elle impacte et implique beaucoup de choses. L'objectif de la qualification sera double parce qu'il nous permettra, si nous l'obtenons, implicitement d'obtenir également ce certificat de sécurité premier niveau, sachant que c'est une première étape, puisque on se rend déjà bien compte, nous, de par les échanges avec l'ANSSI, que les objectifs sont quand même très très élevés et on peut le dire parfois ne correspondent pas à la réalité du terrain par rapport à l'état de l'art sur les installations industrielles. Ça nécessiterait à ce stade beaucoup trop de modifications avec des impacts déjà en termes de coûts qui seraient extrêmement importants pour arriver à obtenir un niveau de sécurité très élevé. Et puis d'un autre côté également des aspects usage, utilisation et méthodologiques très profonds, ce qui bouleverse assez drastiquement les usages actuels. Alors, indépendamment des aspects sécuritaires, nous travaillons et nous avons déjà obtenu un certain nombre de normes, notamment dans le monde du développement. On va parler du militaire, nucléaire, pharmaceutique, pour lequel on va avoir du SWAL 3, de l'ED109, GMP, IPS. Donc, on est conforme à certaines normes qui incluent des aspects sécuritaires en termes et méthodologiques en termes de développement dans des métiers bien particuliers. Voilà. Merci Antonio. Une autre question. Pour récupérer cette documentation et les outils évoqués, comment faire? Eh bien, tout simplement en téléchargeant donc, la dernière version de Panorama Suite, donc dans sa version 2017, disponible depuis
début septembre. Septembre 2017. Tous nos partenaires intégrateurs CIP Panorama y ont accès, ont les licences qui vont bien pour pouvoir développer les applications sur cette plateforme. Faut-il passer par une infrastructure de contrôleur de domaine pour une solution Panorama multiposte? Alors, c'est très recommandé. Alors, le principe étant de pouvoir centraliser, puisque si on passe sur des contrôleurs de domaine, donc j'imagine, on imagine facilement l'environnement Windows avec de l'Active Directory, même si c'est pas obligatoire, puisque Panorama est à même d'utiliser le protocole LDAP pour s'interfacer avec tout type d'annuaire. Mais évidemment, sur de l'Active Directory, pour prendre cet exemple qui parlera certainement à tout le monde, nous le conseillons fortement, effectivement. C'est pas un prérequis obligatoire, c'est-à-dire on est tout à fait capable de mettre en place des sécurités dans un contexte hors domaine. Mais bien évidemment, la problématique de ce type de choix, c'est que la propagation des privilèges est beaucoup plus difficile à mettre en place et à sécuriser. Alors que quand vous utilisez un AD, vous avez une cohérence déjà au niveau des droits utilisateurs et des profils qui sont identifiés, ce qui facilite grandement la chose. Qui plus est, l'utilisation d'un environnement domaine vous permet d'avoir à disposition un certain nombre d'outils déjà standards dans les environnements Windows qui vous permettent de plus facilement sécuriser vos systèmes, indépendamment de Panorama en plus. Voilà. Alors, est-ce que toutes les solutions proposées ont été testées avec des attaques simulées? Alors, simulées ou simultanées, c'est l'un ou l'autre, parce que je crois qu'il y a une petite coquille, donc on peut répondre aux deux questions finalement. Alors, on a du simulé et on a du simultané. L'objectif dans le cadre de l'objectif de la certification, la qualification, pardon, côté ANSSI, il faut savoir que c'est pas l'ANSSI en soi qui réalise tous les tests de robustesse. En fait, ces tests de robustesse sont réalisés par des certis. En fait, ce sont des acteurs que l'ANSSI certifie. Et ces certis, en fait, ce sont donc des entités qui vont rentrer dans les aspects pratiques des choses, c'est-à-dire qui nous récupèrent, par exemple, le DVD, Panorama, et qui en font ce qu'ils veulent derrière. C'est-à-dire que action simultanée, distante, locale, tout est réalisé en termes de robustesse par ces centres pour pouvoir vérifier et valider, conformément aux prérogatives de l'ANSSI, que le produit est bien conforme à la cible de sécurité qui a été établie au départ. J'espère que je réponds à la question dans ce sens-là. Et Monsieur précise. Simulé. Donc oui, on a des attaques, la plupart sont effectivement simulées, et comme je vous le disais, nous sommes dans un contexte où la robustesse du produit est traitée par le CERTI dans le cadre de la qualification ANSSI. Et d'un autre côté, comme je vous le disais, nous avons des partenaires historiques de Panorama dans le militaire et le nucléaire, pour ne pas citer des noms précis, qui ont entrepris également ce type de test. Donc, nous, on est très très ouverts sur le sujet, c'est-à-dire que nous avons, même si on est en contrôle, bien évidemment, les partenaires qui ont été choisis et déterminés, c'est vraiment comme je vous le dis, c'est-à-dire qu'ils récupèrent le DVD Panorama et on ne sait pas ce qu'ils font avec. Voilà. À charge à eux de faire tous les tests possibles dans ce contexte-là. On a l'assurance d'un autre côté que l'ANSSI, par ses procédures extrêmement claires et bien identifiées, puisse tester un maximum le produit Panorama, sachant qu'ils ont bien évidemment l'expérience de ce type de problématique. Voilà, donc dans le vocabulaire informatique, c'est ce qu'on appelle le pen testing. C'est pour ça que vous avez remis le slide dans le sujet. Voilà, les tests de robustesse. Pen tester, c'est les tests de pénétration sur le système informatique. C'est même un métier.
Alors, comment accompagnez-vous les clients dans la sécurisation des échanges avec les équipements distants? Alors, il y a, Très large. ouais, c'est très large, puisqu'il y a l'accompagnement. Quand je lis accompagnement, je pense accompagnement au sens méthodologique du terme. Alors, on a pour distinguer, on va essayer de résumer en deux focus. Un focus plus fonctionnel, pour lequel, effectivement, je vous ai parlé de notre application mobile. La question se pose, mais tiens, comment on gère les échanges dans une application mobile et les serveurs Panorama? Je vous ai dit qu'on était, les flux étaient protégés SSL, donc on est sur du chiffrement et donc on utilise du service web en mode HTTPS. Donc ça, c'est un sujet de sécurisation. Après, l'aspect accompagnement, c'est quelle technologie je vais pouvoir utiliser. J'essaye de projeter dans une architecture où j'aurai des clients légers en HTML5, par exemple, externes. Alors, toutes les technos qu'on met en place qui sont relativement standards, notamment pour tout ce qui va être distant, on va être sur du web service sécurisé, on va être sur du RDP sécurisé également, parce qu'on fait de l'encapsulation, notamment pour la partie HTML, on fait de l'encapsulation SSL dans du RDP. Voilà, on utilise vraiment des technos divers et variés qui sont standards et communes dans les systèmes d'information et qui permettent de vous rassurer et d'assurer que vous n'avez pas de problématique. On a d'ailleurs des travaux actuellement en cours, notamment sur l'implémentation de diodes matérielles pour gérer l'unidirectionnalité, par exemple, des flux d'échange, notamment vers l'extérieur, et s'assurer à travers une diode qu'on n'est pas capable de l'extérieur d'intégrer et de réaliser un acte malveillant sur un serveur Panorama, ou en tout cas qu'il soit une porte d'entrée pour un acte malveillant dans le système d'information industrielle. Alors, quelle période est prévue pour les formations cyber Panorama? Donc, pareil, il doit y avoir peut-être deux réponses à cette question. Elle sera disponible courant premier trimestre 2018, puisqu'elle est en cours de montage. C'est une formation qui prendra certainement une seule journée. Bon, le but, c'est pas d'accaparer les personnes sur ce sujet-là pendant plusieurs jours. Et comme je vous disais, c'est pas une formation non plus cybersécurité au sens académique du terme, mais c'est une formation d'implémentation de Panorama dans un contexte cyber. Voilà. Le terme étant très très large, le but, comme je vous le disais, c'est de vous montrer et de mettre en pratique toutes les méthodologies connues d'implémentation dans un contexte contraint, et surtout de vous présenter les différents outils qui existent et comment on les utilise et quelle est leur finalité. C'est une bonne question. C'est très spécifique. Alors, dans le cadre d'échanges SCADA avec les équipements terrain, est-ce qu'une sécurisation des... Ah, ça a sauté. Oui, il y a encore des gens qui posent des questions, je pense. Alors, c'était... On était sur les SCADA et l'environnement avec des équipements terrain, je crois. Alors, dans le cadre d'échanges SCADA avec des équipements de terrain, est-ce qu'une sécurisation des flux est possible? Alors, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué parce que quand on parle d'équipement de terrain, il y a un sujet protocole qui va rentrer en ligne de compte. Et tous les protocoles sur un certain nombre de supports physiques d'échange ne sont pas sécurisables en tant que tels. Donc effectivement, il y a des choses qui sont réalisables. Tout dépend des supports qu'on peut avoir. Si on parle de l'IP, il faudrait qu'on soit sur de l'IPsec, des choses de ce type-là. Et là, pour le coup, on sait, côté Panorama, c'est des choses qu'on sait gérer. Le sujet étant très très large et très très vaste en fonction du type d'équipement et du protocole, effectivement, ça peut poser un certain nombre de questions. Le sujet de la diode que j'ai évoqué tout à l'heure en est un, c'est-à-dire qu'on a des projets et pour lesquels
des diodes ont été mis en place pour de la récupération de données, c'est-à-dire entre deux automates, c'est-à-dire un automate interne qui est l'automate réel, on va dire, la mise en place d'une diode avec un automate, on va dire, positionné sur une zone de type DMZ finalement, pour lequel on va pousser les informations qui seront à disposition de l'extérieur. Une question que je serais aussi curieux d'avoir la réponse. La certification CESPEN est-elle valable même en cas de mise à jour ou de correctif du logiciel? Ou devez-vous réobtenir le certificat? Alors, un certificat et la qualification, c'est pas un acquis définitif parce que ça a une validité dans le temps. Donc, cette validité est promulguée par l'ANSSI. On peut trouver des validités qui peuvent aller, généralement en moyenne, c'est 3 ans. L'aspect qualification et certification, comme je vous disais, c'est parce que ça répond, si c'est obtenu, c'est parce que ça répond à un certain nombre d'items, et quasiment tous les items en fait. Modulo, c'est pas binaire, hein, mais il y a de la granulométrie, mais pas que. La qualification, c'est aussi de viser les processus qui sont intégrés dans l'entreprise pour pouvoir prendre en compte des évolutions et des failles critiques, ou pas critiques, mais en tout cas, c'est aussi le traitement de ces méthodologies-là, c'est-à-dire que l'ANSSI vérifie que chez Codra, lorsqu'il y a une vulnérabilité qui est détectée, nous avons mis en place tous les processus qui permettent de le gérer. On a parlé de l'aspect communication, notamment sur notre site web, sachant que l'ANSSI est également un portail qui permet de visualiser et de communiquer sur les failles des outils, Panorama ou autres, hein, mais des outils logiciels qui ont été qualifiés ou recommandés. D'ailleurs, on sera estampillé recommandé si jamais nous obtenons cette qualification. Voilà. Bonjour, pouvez-vous apporter des précisions sur le paramétrage COM-DECOM? C'est un peu vague comme question. Oui, le paramétrage COM-DECOM est plutôt large. Vous évoquez peut-être un sujet en particulier. Ce qu'on peut dire de manière très très simple, c'est que très souvent, on décide de ne pas s'embêter avec les paramétrages COM-DECOM et en tout cas de se dire c'est tellement compliqué à gérer, je ne sais pas quel droit je dois mettre en place, que j'ouvre complètement les flux COM-DECOM. Alors pour la partie DECOM particulièrement, parce que c'est là où on gère l'aspect distribué, puisque la COM est locale et la DECOM est par définition distribuée. Et c'est dans ces cas-là, effectivement, que nous, en termes de méthodologie et documentaire, on a spécifié tous les droits utiles et nécessaires pour le paramétrage des COM-DECOM. Et notre outil de réseau et sécurité vous facilite la tâche parce que justement, il va automatiquement vous proposer d'octroyer les bons droits pour le bon fonctionnement de COM-DECOM et surtout éviter, comme je disais, les adhérences avec des vulnérabilités dues au fait qu'on a tendance à pas s'embêter et à ouvrir complètement les privilèges et les droits sur ce type de service. Bonjour. Quand vous parlez de sécurisation d'une application via un mot de passe, est-ce que cela implique un chiffrement ou cryptage des fichiers CFG empêchant ainsi un développeur expérimenté de modifier l'application de par ces fichiers? Oui. C'est tout à fait ça. Vous avez très très bien résumé le sujet. C'est précisément le sujet, le point. La clé fait partie du chiffrement de l'application. Exactement. L'utilisation de standards permet de s'appuyer sur les mises à jour des acteurs de ces standards. Donc, par exemple, Microsoft, OpenSSL, ce genre de choses. Cependant, quelle organisation et réactivité prévoyez-vous pour requalifier la suite Panorama avec l'édition de patch de sécurité de ce standard? C'est une très bonne question. Comme je l'ai précisé aussi, nous, en tant que ProductCert, si on reprend cette dénomination, c'est pas juste un affichage du site web des vulnérabilités. Ça implique effectivement derrière tout un processus et une organisation pour le traitement des informations qu'ensuite nous délivrons à travers notre site web. Je vous ai parlé de Microsoft, c'est un bon exemple parce qu'il est compréhensible par tous. En s'appuyant sur un certain nombre de services Microsoft, bien évidemment, Microsoft a un ProductCert. Vous êtes tout à fait capable d'aller sur leur site web et de
consulter les bulletins de sécurité qu'ils mettent à disposition et les contournements qu'ils proposent. Nous, notre rôle, c'est d'être actif par rapport à ça. C'est-à-dire le principe d'un product cert, c'est qu'il va également rechercher les informations de ses fournisseurs et qui plus est des autres product cert, qu'est Microsoft. Donc dans ce mode de fonctionnement, nous avons mis une organisation en mode alerte qui permet de récupérer par événement tous les nouveaux bulletins de sécurité et toutes les alertes qui peuvent être émises par Microsoft et d'autres fournisseurs, de sorte que nous confirmons en interne s'il y a une adhérence avec le produit Panorama, puisqu'il existe des services Microsoft qui n'ont aucune adhérence avec les outils Panorama, donc auquel cas on ne va pas s'y intéresser. Si jamais on a une adhérence, nous avons procédé, suite à l'organisation que nous avons mis en place, à des tests pour vérifier qu'effectivement on n'ait pas de problème. Parfois, on a directement les correctifs qui sont proposés en plus par Microsoft. Donc nous, ça nous permet directement de tester si le correctif n'a pas d'incidence néfaste sur les fonctionnalités du produit Panorama, voir si on ne rencontre pas des régressions ou des problèmes autres. Donc tout ceci a été mis en place en termes de méthodologie et process. À la suite de quoi, nous pouvons publier les éventuelles vulnérabilités identifiées et surtout proposer derrière les solutions. Alors parfois, il y a des vulnérabilités peut-être de nos fournisseurs qui ne proposeront pas immédiatement de solution. Nous informerons tout de même nos clients à travers notre canal web d'une vulnérabilité en attendant de pouvoir résoudre les problématiques. Ensuite, sur le sujet quelle réactivité on se donne par rapport à une correction, tout va dépendre de la criticité aussi de la problématique, ce qu'elle engendre en termes de travail côté Panorama. Typiquement, l'expérience, parce qu'on a déjà travaillé à blanc, si je puis dire, sur ce type de sujet, montre que nous sommes capables d'avoir une réactivité extrêmement rapide sur le sujet, notamment du fait que, comme vous le savez, Codra est une société franco-française pour laquelle tous les développements sont localisés en France. On n'a pas de problématique avec des équipes déportées ou voilà, et ça nous permet quand même de répondre assez rapidement sur le type de sujet. Qui doit-on contacter chez Codra pour l'accompagnement cybersécurité dans le cadre des projets intégrateurs? Eh bien, vous pouvez me contacter directement. Alors, soit vous passez par votre ITC si vous avez un besoin qui me mettra en relation avec vous. Étant responsable du service client, je m'occupe à la fois de la mise à disposition des experts pour traiter les sujets d'intégration en avant-vente, par exemple, ou en avant-projet plutôt dans ce cadre-là, mais également lors du suivi de projet. Donc l'idée, c'est de vous accompagner en amont avec les exigences, la liste des contraintes que vous avez identifiées, celles que nous connaissons par expérience. Ça permet d'anticiper des fois un certain nombre de choses parce qu'on a une certaine expérience maintenant sur le sujet et par la suite de pouvoir vous indiquer, vous promulguer nos recommandations et conseils sur la mise en œuvre et la mise en place de Panorama dans votre environnement spécifique, en tout cas l'environnement spécifique du client. Est-ce que les applications développées dans les anciennes versions de Panorama peuvent être chargées dans cette nouvelle version? Bien sûr, tout à fait. L'idée, c'est Codra a toujours veillé à la pérennité des applications développées dans les anciennes versions sur les nouvelles versions. Et donc, fonctionnellement, vous pouvez prendre une application Panorama E2, on est toujours dans un contexte E2, pour pouvoir la passer sur du Panorama version 7. Bien évidemment, les nombreuses fonctionnalités que je vous ai présentées ont un aspect très positif puisqu'elles sont toutes ou quasiment toutes activables, désactivables. C'est-à-dire que si on prend l'exemple du chiffrement, le chiffrement d'une application Panorama, qu'elle soit issue d'une version antérieure ou même une nouvelle application Panorama en V7,
Vous pouvez décider soit de lui octroyer un mot de passe pour pouvoir chiffrer l'application, ou vous pouvez décider de ne pas mettre ce mot de passe si vous ne souhaitez pas chiffrer cette application. Donc à ce stade, c'est un choix qui est permis et qui est possible au niveau de Panorama V7. Voilà. Ouais, je préciserai tout de même, dès lors que vous allez utiliser la fonctionnalité particulière d'une nouvelle version de Panorama, il est évident que vous aurez peut-être des difficultés à rouvrir votre application avec une version antérieure. Oui. Donc la migration se fait très facilement. Une version N-1, une version N, par exemple, Panorama Suite 2016 en Panorama Suite 2017, vous pouvez migrer très facilement votre application, mais actuellement il n'y a pas vraiment de migration. Par contre, dès lors que vous aurez fait quelque chose en Panorama Suite 2017, il va être difficile. Donc, bien lire les évolutions, hein, la fiche de révision par exemple, vous apportera beaucoup d'explications. N'hésitez pas aussi à nous contacter avant de faire ces manipulations. C'est une précision très importante, effectivement, et je vais aller même plus loin, c'est que le downgrade d'une application n'est pas supporté côté Panorama. C'est-à-dire qu'indépendamment de la version 7, même si vous aviez une version 6, le passage d'une version 6 et vous décidez de repasser en version 4 n'est absolument pas supporté côté Panorama. Donc c'est toujours le cas. On veille à ce qu'il y ait un upgrade des applications avec un soutien des applications au fil des mises à jour et des évolutions d'applications dans le sens upgrade. Par contre, le downgrade est absolument pas supporté. Donc c'est également le cas, et encore plus dans la configuration dans laquelle vous imposeriez du chiffrement, puisque dans les versions antérieures de Panorama, il n'y a pas ce type, ces nouvelles fonctionnalités n'ont pas été intégrées. C'est vraiment propre à la nouvelle version Panorama Suite 2017 et les futurs. Voilà. Eh bien, voilà, il est midi, on va terminer ce web séminaire pour aujourd'hui. Il reste des questions qui sont en suspens, on a des précisions qui sont demandées, donc je reprendrai contact bien sûr par mail directement avec ces personnes sur des sujets qui sont très précis. Je vous remercie de votre participation, merci Antonio, merci à l'équipe marketing, je pense à Kim et à Loïc qui ont participé à la réalisation de ce web séminaire. Merci à tous les participants et merci pour vos questions, et on s'efforcera bien évidemment de répondre à toutes les questions qu'on n'a pas eu le temps d'aborder au cours de ce web séminaire, en espérant que vous avez pu obtenir un certain nombre de réponses à vos questions également. Et puis, si toutefois vous en avez d'autres, vous avez nos contacts. N'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse échanger sur le sujet. Voilà. Bien, merci à tous, bonne journée et à très bientôt pour un nouveau web séminaire sur Panorama. Merci, au revoir.